Bonsoir et merci à tous d'être là sur ce webinaire un petit peu particulier, pas particulier, mais plutôt original parce que c'est pas souvent qu'on en parle sur ces webinaires en direct. Et d'ailleurs, merci d'être avec nous en direct pour parler donc de sexualité et Mickey. Donc, je suis avec le docteur Isabelle Nyon-Larmurier, qui est gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et puis le docteur Muriel Bachigalupo, qui est, elle, sexologue à Montpellier. Alors, on est content d'abord de parler de ça parce que c'est un sujet qui est pas toujours facile à aborder, qui est un petit peu tabou. À noter quand même que quand on parle de sexualité, on ne parle pas forcément de gens qui sont avec des partenaires. La sexualité est pour tous, hein, même quand on n'est pas marié, même quand on n'a pas de partenaire. Et puis la deuxième chose, c'est que ça n'a pas d'âge, donc ça n'est pas non plus réservé à des jeunes gens ou en tout cas à des gens dont on penserait qu'ils aient une activité sexuelle très légitimement vu leur âge, mais en fait la sexualité c'est pour tous les âges. Donc, ravi de discuter de tout ça avec vous ce soir. Auparavant, une petite règle du jeu que vous connaissez évidemment par cœur hein, maintenant, mais je préfère quand même qu'on puisse à nouveau rappeler ces petites règles du jeu. Vous avez différents onglets sur ce direct. Un onglet pour le chat, donc vous pouvez interagir entre vous, discuter entre vous comme dans un chat, un groupe de discussion. Et puis vous avez un onglet questions, donc tout ça sur votre droite. Et là, vous pouvez directement poser vos questions aux intervenants et intervenantes ce soir. Et elles essaieront d'y répondre. Et puis, vous pourrez aussi répondre à un sondage, donc sur l'onglet de gauche, sondage. Et d'ailleurs, on va, avant même d'entamer ce webinaire, vous poser deux petites questions. Donc, vous pouvez directement aller dans votre onglet sondage. Est-ce que vous avez déjà parlé de sexualité avec votre gastro-entérologue? Oui ou non? Et puis, après avoir répondu à la première question, deuxième, trouveriez-vous intrusif de parler de sexualité avec votre gastro-entérologue? Eh bien, sans plus tarder, je passe la parole au docteur Isabelle Nyon-Larmurier qui va débuter cette présentation. Et puis, on se dit à peu près une demi-heure de présentation. Et bien sûr, il y aura un quart d'heure de questions. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur l'onglet questions. C'est à vous. Merci. Alors, voilà. Donc, là, je ne vois pas. Ah oui, pardon. Oui, merci. Alors moi, la première partie, je dirais, elle reste un petit peu médicale. C'est de pouvoir un petit peu savoir qu'est-ce qu'on parle de santé sexuelle, quel est l'impact. En fait, il y a une définition qui est de l'OMS. Donc, c'est la santé sexuelle. Ça fait partie intégrale de la santé, du bien-être, de la qualité de vie dans son ensemble. C'est un état non seulement bien-être physique, mais émotionnel, mental et social en relation avec la sexualité. Et c'est pas simplement l'absence de maladie, de dysfonctionnement. Alors, pourquoi s'intéresser dans les Mickey parce que d'abord, la santé sexuelle, elle n'interfère pas que dans l'acte sexuel, ou même si on va un peu plus loin dans la santé sexuelle reproductive, elle intervient dans toutes les dimensions de la vie, que ça soit donc physique, mais aussi émotionnelle, sociale dans les pratiques, dans les normes, mais aussi dans la relation à l'autre. Elle intervient au niveau mental, sur le bien-être de la personne, et puis au-delà, spirituel, les valeurs, les croyances qui sont complètement différentes d'une personne à l'autre, d'un pays à l'autre ou d'une éducation à l'autre. Et tout ça, toute cette santé sexuelle globale va intervenir sur l'image de soi et a un impact significatif sur la qualité de vie. Donc, c'est très important d'en parler. Alors, qu'est-ce qu'on parle de dysfonction sexuelle? Je suis désolée, c'est des termes médicaux. C'est une entrave vécue lors de l'acte sexuel. Donc, quand on regarde dans la population générale, ça concerne à peu près 40% des femmes et ça ne concernerait que 5% des hommes. Mais Muriel me dit que probablement, il y a une sous-déclaration des messieurs. Je suis désolée. La prévalence de la dysfonction sexuelle, elle est plus importante chez la femme. Elle augmente avec l'âge, surtout autour de la périménopause et la ménopause. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, tels que l'existence de maladies chroniques, quelle que soit la maladie chronique, certains médicaments, notamment les antidépresseurs, et puis des antécédents d'abus sexuels ou physiques. Alors, quand on s'intéresse plus précisément à la maladie inflammatoire, l'équipe de Bordeaux a regardé dans les Mickey.
et à comparer, à regarder s'il y avait une prévalence dysfonction sexuelle, et ça touche à peu près une femme sur 2 et un homme sur 6. Pour ce qui est de la dysfonction érectile, elle est plus importante chez les hommes, à 40%, quand c'est déclaratif, mais aussi de façon indirecte quand on regarde l'utilisation des traitements médicaux des troubles de l'érection. Donc c'est quelque chose qui est une réalité au quotidien. Alors, quand on va regarder plus précisément quels seraient les facteurs qui seraient associés à la dysfonction sexuelle, on est un peu surpris parce qu'on aurait tous tendance à penser que c'était l'activité de la maladie qui interviendrait, mais pas du tout. L'activité de la maladie n'intervient pas dans la dysfonction sexuelle. En revanche, interviennent l'anxiété, la dépression, sensation d'altération de la qualité de vie, la fatigue, qui sont des éléments qui sont retrouvés chez un patient sur 2, même en rémission. Pour ce qui est des médicaments, il n'y a pas de lien pour toutes les nouvelles biothérapies, les immunosuppresseurs. En revanche, les corticoïdes et certains antidépresseurs ont un impact négatif. Quand on va interroger les patients sur qu'est-ce qui la plus d'impact sur leur vie sexuelle, en fait, c'est une perception que la maladie impacte négativement la vie sexuelle, et en particulier, c'est une mauvaise image de soi. Comme on ne s'aime pas, comment peut-on être aimé? Et ça touche à peu près 70% des patients, en particulier plus la population féminine, et d'autant plus qu'il y a eu la chirurgie avec des cicatrices ou une poche. Mais quand on va plus en détail et quand on va regarder la satisfaction entre les partenaires, et ça c'est la bonne nouvelle, elle est identique. Le point alors ça, je pense qu'on va peut-être en parler avec le sondage, mais 50% des patients voudraient que leur médecin leur en parle et considèrent qu'on ne leur parle pas assez. Alors, pourquoi on n'en parle pas assez? Là, je me parle de mon côté. Alors, c'est ce qu'on appelle les freins et les fausses croyances. Alors, essentiellement, d'abord par manque de temps, parce qu'en 20 à 30 minutes, il faut aborder beaucoup de choses. C'est pas une excuse, mais c'est un fait. On n'a pas toujours le temps. Après, c'est aussi parce qu'on se sent pas légitime, parce qu'on a un manque de formation, peur d'être intrusif, peur mettre le patient mal à l'aise ou mal à l'aise nous-mêmes. Donc, c'est pas si simple. Et puis, il y a aussi, donc, quand on va interroger les professionnels, on retrouve, ce n'est pas de mon ressort, il serait déplacé, je ne suis pas formée, je ne sais pas quoi faire. Et puis, il y a des freins et fausses croyances chez les patients eux-mêmes qui se bloquent à en parler à leur médecin en disant j'ai peur d'être ridicule, j'ai honte. Si vous voyez la tête de mon médecin, vous n'aurez pas envie de lui confier quoi que ce soit. Ce n'est pas son ressort, il ne voudra pas. Mon médecin est toujours pressé, il ne m'écoutera pas. Donc, je pense que ce qui est important, et ce que nous, on a fait passer à la formation pour les médecins et les professionnels, c'est qu'il faut aborder la sexualité sans tabou, dans le respect et la bienveillance. Si la personne veut en parler, tant mieux. Si elle ne veut pas en parler, tant pis. Enfin, il faut respecter. Il faut nous dépister, écouter et savoir référer ou traiter dans la mesure où nous, gastroentérologues, on peut, mais surtout référer. Et c'est pour ça que notre sexuologue préféré qui est là ce soir. Voilà. Alors, quand on regarde les causes, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule cause. Souvent, tout est intriqué et c'est comme un espèce de cercle vicieux qui engendre et qui amplifie le phénomène. La fatigue chronique, quand vous êtes fatigué, vous dites, oh, je sais pas, c'est pas dans ma priorité. Des douleurs, que ce soit des douleurs pendant l'acte, mais aussi des douleurs, peur d'avoir des selles, des odeurs, d'avoir des pertes par les fistules, peur qu'est-ce qui va se passer avec les cétons. Toujours ce qu'on appelle l'image corporelle négative, quand on se sent pas bien soi-même, quand on est fatigué, quand on est douloureux, on n'a pas vraiment la tête à ça. En plus, ceci peut être aggravé quand on a une anxiété, un syndrome dépressif. Certains médicaments qui peuvent induire une baisse de libido, comme on l'a vu, donc en particulier dans notre domaine, le méthotrexate, les corticoïdes, certains antidépresseurs, mais il y a d'autres traitements pour le cœur ou autres. Il y a la ménopause qui peut aussi être un facteur de plus. Et puis, les patients, quand on les interroge, et ça c'était Corinne De Vos qui m'avait transmis un peu ce que l'AFA avait eu dans les écoutes, c'est que clairement, la maladie est un obstacle majeur à la rencontre, à la poursuite de la relation. On a vu dans l'enquête regard croisé que ça avait un impact majeur au quotidien, et ça allait même au-delà, puisqu'on ne s'autorise pas de relation, et donc
pour les femmes, on ne s'autorise pas à avoir même des enfants parce qu'on ne va pas autoriser, on ne va pas aller vers l'autre. Et la maladie fait un couple à trois avec la maladie. Il y a une fatigue, une peur de déclencher, d'aggraver la poussée, des troubles de la libido, des douleurs, des troubles de l'érection, et aussi toujours difficulté d'en parler avec les soignants, mais pas seulement avec les soignants, mais aussi avec le partenaire qui se sent exclu. Donc si on interroge le partenaire, lui aussi, il dit qu'il fait un couple à trois avec la maladie. Donc on avait vu que il y a une peur des douleurs, une peur de l'acte sexuel, comment ça va se passer avec les cétons, mais aussi certaines positions sexuelles, des discussions sur la contraception avec un médicament en plus. Après, je pense qu'au niveau contraceptif, en tout cas les gynécologues ont un peu changé, alors qu'avant, dès qu'on disait qu'il y avait une maladie inflammatoire, c'était oh là là, pas de traitement, mais maintenant les choses ont un peu évolué. Et l'essentiel d'une maladie chronique, c'est qu'on est dans le contrôle permanent. Or, la sexualité, et même en règle générale, le fait qu'on soit moins anxieux, c'est le lâcher-prise. Et je dirais que c'est un des éléments où on peut peut-être interagir, c'est essayer de trouver un moment où lâcher prise, se faire confiance et s'aimer soi-même. Parce que l'obstacle, c'est l'image dégradée de soi, par physique, parce qu'on a évidemment des cicatrices, des stomies, on peut ne pas avoir, des douleurs, des effets secondaires, mais aussi psychologiques, comme je disais. Comment être aimé et désirable alors que moi, je ne m'aime pas à cause de la maladie. Donc, comment avancer? Alors, ça fait un bout de temps qu'on travaille sur le l'ETP. Donc, c'est l'éducation thérapeutique, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a de l'ETP en santé sexuelle, il y a beaucoup d'outils. Alors, il y a l'outil qui est ancien, qui est ce qu'on appelle l'étoile des 5 santé, qui permet d'aborder facilement en consultation quelles sont les préoccupations les plus importantes du moment. Donc, vous avez... ça permet de parler. C'est parfois plus facile de parler avec un document que d'aborder but en blanc la question. La même façon pour l'IBD-10 que peut-être certains connaissent, ça permet en fait de donner, certains gastro-entérologues le mettent en consultation avant le rendez-vous pour voir quelle sphère de la vie est la plus impactée par la maladie au moment de la consultation. Donc vous avez l'humeur, vous avez les douleurs articulaires, mais vous avez aussi la sexualité. Et puis on verra un petit peu plus tard le jeu sexe balance. Et puis on a aussi de façon plus récente le jeu Plumiki. Mais ça c'est des jeux qui sont disponibles. Il y a des brochures, brochures faites par l'AFA ou des laboratoires, et puis des ressources internet qu'on verra. Je vais peut-être laisser la main là à Muriel pour vous expliquer un peu la suite, comment améliorer. Bonsoir tout le monde. Alors, petite précision, je suis sexologue, mais je suis psychosexologue et non pas docteur, comme a pu le préciser Anne au début, en introduction, qu'on ne fasse pas d'erreur. Parce que ça change quand même la prise en charge. Moi, je vais plutôt m'occuper justement des causes psychologiques qui sont sous-jacentes à des symptômes sexuels. Je vais m'occuper aussi des répercussions de la maladie d'un point de vue psychologique sur la sexualité. Donc, j'arrive vraiment en complément aux médecins et aux infirmières qui sont vos professionnels de premier recours. Alors, ce que j'aurais peut-être envie de compléter dans les informations qu'Isabelle a déjà présentées, c'est qu'effectivement, bon, c'est assez intriqué, c'est souvent difficile. La sexualité, elle est forcément perturbée par la maladie, surtout la maladie chronique, avec les traitements, les chirurgies, la douleur, la fatigue, tous ces facteurs qu'on dit primaires et ces impacts primaires et secondaires qui ont été énumérés tout à l'heure. On peut quand même, malgré ce, arriver à préserver une sexualité qui peut rester agréable, même si on doit l'accompagner, on doit accepter parfois qu'il y ait certains changements. C'est-à-dire parfois on est obligé de faire le deuil de notre sexualité d'avant la maladie, mais voilà, elle a toujours sa place et à chaque fois, on va regarder pour chaque personne comment on peut la préserver, cette sexualité, de façon agréable, en tenant compte des conséquences de la maladie, des limites de chacun. Mais c'est vrai que c'est souvent très intriqué entre le côté médical, le côté médicamenteux, le côté
des conséquences psychologiques de la maladie, mais même des éléments de la vie en général. C'est déjà pas simple pour quelqu'un en bonne santé d'avoir une sexualité préservée tout au long de la vie. Donc c'est sûr que quand on rajoute la maladie, les traitements, les chirurgies, ça vient rajouter une couche. D'ailleurs, on ne l'a pas mentionné, mais les études montrent qu'il y a 2 à 6 fois plus de difficultés sexuelles chez les personnes atteintes de maladies chroniques que dans la population générale. Et puis effectivement, tout à l'heure, Isabelle précisait que le 5% là, d'hommes atteints d'une dysfonction sexuelle, oui, il est carrément sous-évalué, c'est sûr et certain. Donc, à chaque fois, je dis, il faudrait que je vois l'étude un peu comment elle a été faite. Mais déjà, sans la maladie, il y a un pourcentage beaucoup plus important d'hommes qui souffrent de dysfonction sexuelle. Donc, avec les maladies, ben, forcément, le chiffre est encore est exponentiel. Dans les dysfonctions sexuelles, ce qui est plus… tout à l'heure, Isabelle, tu parlais de ce que les patients venaient nous rapporter en consultation quand le sujet était abordé. Alors moi, forcément, quand on vient me voir en tant que sexologue, ils viennent nous voir pour ça, donc c'est plus facile. Ce qu'on voit beaucoup en premier lieu, c'est une perte de désir avec un espacement des rapports sexuels. Et puis, on va avoir apparaître chez les messieurs potentiellement des difficultés érectiles et éventuellement même des difficultés éjaculatoires, c'est-à-dire soit ça va déclencher une éjaculation rapide, soit au contraire ce qu'on appelle une éjaculation retardée ou même une anéjaculation, c'est-à-dire le fait de ne plus y arriver. Il faut savoir par exemple que les antidépresseurs, ils ont ce genre d'effet retard sur l'orgasme chez l'homme comme chez la femme. Et puis du côté féminin, en plus de la perte de désir, on peut avoir effectivement des sécheresses vaginales, des douleurs à la pénétration, on appelle ça des dyspareunies vaginales. On peut même avoir du vaginisme, c'est-à-dire carrément l'entrée vaginale qui se ferme, qui se contracte, souvent par anticipation de la douleur ou parce qu'on n'a pas forcément envie. Excusez-moi, j'essaie de pousser le truc qui s'est affiché. Voilà. Donc, le vaginisme, c'est une incapacité à pouvoir être pénétré. Et puis, avec là aussi, éventuellement, des difficultés orgastiques. Et souvent, il y a un symptôme qui va en engendrer un autre. Et plus on anticipe la difficulté sexuelle, plus on se stresse, plus on risque effectivement de la créer. Donc, c'est un cercle vicieux dont il est effectivement pas toujours très facile de sortir. Alors, un des outils qu'on utilise justement en atelier d'éducation thérapeutique, mais que j'utilise moi aussi dans mes consultations individuelles ou conjugales avec mes patients, c'est l'outil Sex Balance. Alors, si David peut le mettre, voilà. Ce que je vais vous proposer, c'est assez rapidement de vous donner des trucs pour essayer de comprendre ce qui vous arrive si vous êtes déjà confronté à une difficulté sexuelle quelconque, ou si un jour vous êtes amené à y être confronté, vous aurez ces informations en tête et ça va vous permettre déjà, vous, de faire un premier tri et de pouvoir commencer à agir sur la situation. Alors, l'image qui vous est présentée, c'est un couple, mais qui représente une balance. Alors, on ne sait pas si c'est un couple homo, si c'est un couple hétéro, c'est neutre, on s'en fiche. Je sais pas, l'orientation sexuelle à ce titre-là ne nous intéresse pas. C'est l'individu. L'image de la balance, en fait, c'est comme si, symboliquement, elle représente votre équilibre sexuel interne, avec 2 plateaux. Vous savez, comme les balances de la justice avec les plateaux un peu en suspension. Donc, on imagine qu'on a cette balance d'équilibre sexuel en nous. Il y a donc 2 plateaux. Un plateau qu'on va appeler le plateau des stimulants, qui sur l'image est présenté en rouge. Et puis, un autre plateau qui va être le plateau des inhibiteurs, qui sont plutôt les informations en bleu. Donc, je vais détailler ce que c'est. Les stimulants, ce sont toutes les informations qui sont susceptibles de venir éveiller le désir, de faire monter l'excitation, de générer la lubrification chez la femme, le parallèle chez l'homme, c'est l'érection, de vous permettre de ressentir du plaisir dans tout ça et éventuellement d'avoir un orgasme qui va apparaître. Il y a plein de stimulants potentiels. Ça peut être l'état amoureux, ça peut être la nouveauté, la découverte, la séduction. Ça, c'est des stimuli qu'on retrouve principalement dans les débuts de relations où on est en phase de découverte et de conquête.
malheureusement qui ne restent pas sur la durée. Heureusement, il y a d'autres stimuli. C'est éventuellement une pensée érotique, une scène érotique dans un film ou dans un bouquin. Ça peut être des baisers, des caresses, un contexte, un lieu, être en vacances sous les cocotiers, une soirée agréable, un moment d'amusement, un attrait physique, un attrait vestimentaire, etc. Je ne peux pas tout lister, il y en a plein. Dès qu'on va chercher les stimulants qui nous conviennent, eh ben, c'est comme si notre balance interne penchait du côté des stimulants, que c'est ça qui prédominait et c'est ce qui nous permettait d'activer toutes nos bonnes réactions sexuelles. La balance des éléments inhibiteurs en bleu, ce sont toutes les informations qui, au contraire, sont susceptibles de venir parasiter vos réactions sexuelles. Donc, certaines maladies peuvent directement impacter sur la fonction sexuelle. Certains traitements peuvent impacter sur la fonction sexuelle. Certaines chirurgies où il va y avoir, par exemple, une atteinte des nerfs érectiles peut impacter sur la sexualité. Et puis, on a les autres inhibiteurs dont on a parlé tout à l'heure, la douleur, la fatigue, les peurs de ne pas être désirable, les peurs du rejet, les peurs des odeurs, les peurs des fuites, la peur même de l'échec sexuel dont je vous parlais tout à l'heure, c'est peur de ne pas avoir d'érection, du coup je me stresse, donc je me crée la difficulté érectile, la peur de la séparation, ça peut être aussi le stress du travail, la présence des enfants, la famille, les conjugopathies, on appelle ça toutes les petites tensions conjugales qu'on peut avoir au quotidien quand on vit ensemble. Donc là aussi, hein, on a une grosse dose d'inhibiteurs potentiels. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un symptôme sexuel apparaît, perte de désir, douleur, panne d'érection ou autre, j'ai même des couples que je reçois souvent qui ont même arrêté toute sexualité depuis plusieurs années. Et même, je parle souvent en couple, mais même certaines personnes qui vont être célibataires, qui vont même arrêter toute masturbation, qui vont même plus rechercher à se faire plaisir par ce biais-là. Dès qu'il y a un symptôme sexuel qui apparaît, ce que ça nous signifie immédiatement, c'est que on a une prédominance d'inhibiteurs sur les stimulants. On a trop d'inhibiteurs qui sont venus se cumuler au fil du temps. Ça fait pencher la balance interne du côté de ces informations anxiogènes, parasites, et puis c'est ce qui va créer un symptôme sexuel. Donc quand on a ça, en fait, ce que moi je propose chaque fois aux patients ou en ETP, c'est aussi de dire, essayez d'identifier quels sont vos inhibiteurs à vous. Et puis, alors souvent, je propose par exemple, vous prenez une feuille blanche, vous tirez 2 traits. Ça va vous faire en fait 3 colonnes. La première colonne, ça peut être votre colonne des stimulants. Vous allez écrire tout ce qui vous semble être un stimulant potentiel pour votre sexualité. Alors, je ne vous cache pas que les gens qui ont des difficultés sexuelles, quand ils consultent, en général, ils me font une colonne qui est un peu légère sur les stimulants. Ils ne savent plus. Ils vont me dire, je sais plus ce qui fonctionne, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. J'ai l'impression que j'ai perdu complètement contact avec les stimulants. Je ne saurais même pas vous dire à quoi je carburais avant. Donc, souvent, je suis obligée de leur dire, essayez de réfléchir sur les stimuli en général pour la sexualité, puis vous regarderez ce qui pourrait éventuellement fonctionner pour vous à nouveau. Deuxième colonne, donc vous notez tous vos inhibiteurs à vous, la maladie, la fatigue, les enfants et ainsi de suite. Et en fait, la troisième colonne, on la garde pour la colonne des solutions, c'est-à-dire au vu de ce que vous avez identifié. Si par exemple vous me dites, c'est vrai que quand j'allais en vacances, j'avais plus facilement envie, mais ça fait 5 ans qu'on n'a pas pris de vacances, tout bêtement, ça fait partie des éléments que vous allez pouvoir mettre dans vos solutions. Si la douleur est trop importante et elle fait partie de vos inhibiteurs, il va falloir trouver une solution pour essayer de diminuer cette douleur-là, d'où l'intérêt aussi d'en parler avec un des membres de l'équipe soignante. Si vous considérez que vous avez une mauvaise estime de vous, j'ai un patient cet après-midi même en consultation qui lui a un Parkinson avec les tremblements et il me dit je m'aime pas, je tremble, je raidis, quand je caresse ma femme, j'ai la tremblote, je me trouve plus désirable, je comprends même pas qu'elle puisse me désirer encore. Donc on va falloir retravailler l'image, l'acceptation, c'est-à-dire comment est-ce que je peux quand même me sentir désirable malgré la maladie et les limites qu'elle m'impose. Donc en fait, vous allez vous rendre compte que on a plein de moyens d'action
sur ces inhibiteurs pour essayer de les alléger, de vous remettre en contact avec ce qui potentiellement pourrait à nouveau activer le désir, l'excitation, et puis vous permettre de temps en temps, comme ça, de remettre la balance dans le bon sens. Alors, faut pas rêver, hein, la balance, elle ne va jamais se fixer du côté des stimulants, sinon vous seriez dans une addiction sexuelle, ce ne serait pas non plus un signe d'équilibre. Mais voilà, elle est censée être un petit peu fluide et de temps en temps pencher du côté des stimulants, mais encore faut-il qu'il n'y ait pas trop d'inhibiteurs. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire chez vous, individuellement. Et puis, si vous avez besoin d'aide, dosez, on en a parlé tout à l'heure, hein, dosez en parler à votre gastro ou à l'infirmière qui vous suit. Eux vont regarder à leur niveau s'ils peuvent vous aider sur la douleur, sur les fuites, sur tout ce qui a trait directement à la maladie, au traitement. Puis ce qui ne sera pas de leur ressort, eh ben, ils sauront vous orienter vers d'autres professionnels, comme nous les sexos par exemple. Ça peut être la gynéco, ça peut être l'endocrinologue, ça peut être l'urologue, ça va dépendre des problématiques de chacun, psychologue, thérapeute conjugale, et de manière à ce que vous puissiez avoir une prise en charge qui soit… ça fait du bien de se faire aider par moment. Ça permet de prendre du recul, de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en soi, parce que souvent, tout seul, on n'arrive plus à y voir très, très clair, quoi. Peut-être que du coup, on peut passer aux ressources. Donc, revenir sur le diaporama. Parce que je voulais laisser le temps aussi aux questions. Voilà. Sur la dernière… les toutes dernières… Alors, voilà. Les ressources… alors, non, c'est celui d'après. Oui, il y a Mickey Connect en tout cas. Mickey Connect, c'est des petites bulles qui ont été faites justement, alors c'est moi qui anime ces bulles-là, qui ont été faites pour justement vous donner un maximum d'informations sur les impacts de la Mickey sur la santé sexuelle. Donc ça, vous pouvez déjà aller chercher des informations complémentaires. Vous avez effectivement, Isabelle en a parlé tout à l'heure, à la fin, il y a des brochures qui sont très très bien faites sur l'impact des Mickey. Ça permet aussi d'y voir un peu plus clair, de cerner un peu ce qui se passe pour soi. Et puis, donc si on va sur la dernière, voilà. Donc vous avez, alors le ministère de la Santé commence à être beaucoup plus proactif sur le sujet de la santé sexuelle. Alors pas le guide rouge, c'est plutôt pour les pros de santé, mais le bleu, questionsexuelles.fr, la pénétration me fait mal, que faire, j'ai des pannes d'érection, que faire. Ils ont fait tout un tas comme ça de petits dépliants qu'on peut regarder directement sur l'ordinateur ou le téléphone, ou même qu'on peut télécharger et imprimer, qui permet déjà de vous poser les bonnes questions et de vous orienter à ce niveau-là. Et puis, nous, on a, pour les sexologues, alors, on a 2 sites importants de référencement. Vous avez l'AIUS, donc l'annuaire des membres de l'AIUS, où ce sont les sexologues diplômés qui sont répertoriés dans cet annuaire-là et que vous allez pouvoir trouver en fonction de vos régions. Et vous avez également le site de prise de rendez-vous en ligne qui est venu remplacer Doctolib, mais pour la sexologie, qui s'appelle sexologuefrance.fr. Et là aussi, par région, vous avez des sexologues diplômés sur votre secteur. Et si je vous présente ces deux sites-là en priorité, c'est parce que la sexologie, pour le moment, en France, n'est toujours pas reconnue. C'est toujours pas une profession qui est légitimée. Et donc, n'importe qui peut utiliser le titre de sexologue sans avoir forcément fait d'études universitaires sur le sujet. Donc, il faut vraiment faire le tri. Alors là, au moins, en passant par ces 2 sites, vous êtes certain d'avoir des gens qui ont fait un diplôme de sexologie, qui sont reconnus et qui ont montré carte blanche à ce niveau-là, que vous ne retrouviez pas avec des charlatans, parce que malheureusement, ça existe aussi dans notre domaine. Voilà pour le moment ce que j'avais envie, moi, de vous communiquer. Peut-être qu'Anne, on peut regarder un peu des… Tout à fait. On va passer aux questions. Et déjà, je vous remercie vraiment toutes les deux parce que c'est quand on voit tout ce qui se raconte sur le chat, il y a beaucoup de conversations.
Ça va effectivement entre ce que vous dites, la difficulté d'estime de soi, mais aussi de libido, de fatigue, d'avoir aussi renoncé, puisque il y a pas mal de personnes qui finalement ont renoncé à avoir une sexualité du fait de la maladie. Et donc ça vient complètement confirmer ce que vous disiez. On va juste pour regarder les résultats du sondage, parce que je trouve ça toujours important de répondre au sondage et de regarder les réponses sur avez-vous déjà parlé de sexualité avec vos gastro-entérologues. 89% disent non. Et trouveriez-vous intrusif que votre gastro-entérologue vous interroge sur votre santé sexuelle? 81% des personnes, 81% des personnes disent non, ne trouveraient pas ça intrusif. Donc en fait, il y a effectivement une marge de progression assez intéressante. Il y a beaucoup de questions. Alors c'est intéressant aussi ce que disait Muriel, parce que l'idée c'est vrai qu'il y a à la fois l'aspect quand même médical, il y a sûrement des choses à faire en fait au niveau médical, à traiter vraiment médicalement, versus les aspects qui sont plus psychologiques ou en tout cas plus globales finalement dans la prise en charge, que ce soit de l'ordre de l'estime de soi, des gènes ou des choses en fait. Donc on va peut-être commencer quand même par les questions médicales, parce que je trouve ça quand même intéressant d'y répondre en premier. Alors, est-ce que la pathologie ou le traitement diminuerait la libido? Est-ce que la sodomie pose un problème pour la rectocolite hémorragique? Alors, pathologie et libido, je dirais c'est toujours pareil. Quand on a une poussée de la maladie, comme tout un chacun, on est fatigué. Donc, de façon indirecte, ça va agir effectivement sur la libido. Quand on est fatigué, on a envie de rien faire, si ce n'est rester au lit, courir aux toilettes. Et donc, ça a un impact clair sur la libido. En revanche, quand la maladie est contrôlée, ça ne devrait pas avoir un impact sur la libido. Sous réserve qu'on ne soit pas sous corticoïdes, parce que les corticoïdes, ça agit sur l'humeur. En plus, ça peut agir sur la sécheresse. Donc, ça, de façon indirecte, agit sur la santé sexuelle. Pour ce qui est de la sodomie et la RCH, les traitements, je dirais que ceux qui agissent, c'est ce qu'on a vu, c'est corticoïdes et méthotrexate, parce que les méthotrexates, ça induit de la fatigue. Donc, on a revu sur la fatigue agissant de façon indirecte sur la libido. Les corticoïdes aussi, ça modifie un peu l'humeur, ça peut favoriser des mycoses, c'est un peu compliqué. En revanche, tous les autres traitements n'interfèrent pas sur la santé sexuelle. Si je peux me permettre, le traitement de la Mickey. Alors après, oui, pardon. Parce que c'est important la question des médicaments. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des abandons de traitement. Parce que les patients soit s'inquiétaient des répercussions éventuelles sur la santé sexuelle, soit voyaient un symptôme sexuel apparaître et faisaient un lien à raison ou à tort avec le traitement en cours. Et n'osant pas en parler au médecin, ils abandonnaient le traitement et le médecin ne comprend pas pourquoi il y a une mauvaise observance du traitement. Donc, moi, j'ai envie de dire aux patients, à la moindre interrogation, posez la question au médecin. Ça, c'est de son ressort. Ça, il est à l'aise là-dessus pour en parler. Donc, il pourra vous dire oui, ça c'est connu pour affecter ou pas. Et de surtout n'abandonner pas d'avoir parlé au préalable. Voilà. Tout à fait. Sur la sodomie, merci. Pour la sodomie, alors en période de poussée inflammatoire, c'est pas trop recommandé. En dehors d'une poussée inflammatoire, quand la maladie est contrôlée, il n'y a aucune contre-indication. Alors, d'autres petites questions techniques, mais après, ça, c'est un petit peu connu. Bien, ça ne va pas déclencher de poussée, hein. Ça va pas aggraver la poussée. C'est juste inconfortable plus. Oui, bien sûr. Sur les, alors ça, c'est des choses qui sont des questions qu'on a assez souvent sur est-ce que la rectocolite, mais aussi la maladie de Crohn retarde les cycles menstruels ou perturbe avec les crises. Ça, c'est quand même connu qu'il y a quand même des choses avec les cycles menstruels sur les. Alors, en fait, à chaque fois que l'organisme subit une agression, entre guillemets, donc que ça soit d'ailleurs les maladies chroniques ou les maladies aiguës pour les gens qui ont fait quelque chose d'aigu, ça interfère sur le cycle. Donc, ça peut modifier, ça peut même faire des périodes où il n'y a plus du tout de cycle. Et d'ailleurs, je dirais que la bonne nouvelle, c'est les gens qui ont perdu le cycle. Quand les règles reviennent, ça veut dire que le système redémarre. C'est un peu schématique, mais c'est l'idée. D'accord ? Donc oui, ça peut intervenir, mais comme toute maladie aiguë, à un moment donné, le cycle peut interférer. Alors, on a aussi des questions sur alors c'est un peu moins de l'ordre de la sexualité, mais quand même, malgré tout, la contraception, ça reste quand même
beaucoup lié. Là, notamment sur la pose du stérilet, est-ce qu'il y a des contre-indications en fait dans le cadre notamment de Mickey? Même quand on est sous Aucune. biothérapie, il n'y a pas de contre-indication particulière. Hein. Aucune. Le traitement anti-TNF peut-il provoquer des sécheresses vaginales, par exemple? Non. Il fait une sécheresse cutanée, mais pas vaginale. On a tendance à mélanger les deux, c'est pas pareil. Alors, on a des choses qui sont un petit peu plus psychologiques. Donc ça, je vais garder un petit peu les questions. Par contre, je veux juste en terminer quand même avec des choses qui sont plus. Alors, effectivement, il y a une de nos participantes qui dit que finalement, le seul moment de sa vie où elle n'a pas de douleur intestinale, c'est quand justement elle a des rapports sexuels. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? C'est un excellent endorphine. On sécrète des hormones du bien-être, du bonheur, avec l'orgasme aussi. C'est ça. Donc voilà, les endorphines, la sérotonine, la cytocine, donc c'est l'hormone du plaisir. On dit que c'est un excellent antalgique, c'est un excellent antidépresseur naturel. Donc on va vendre la sexualité. Ok. Donc là, on est plus ensuite sur des questions qui sont effectivement plus d'ordre, alors voilà, communication, etc. Par exemple, une question posée par le conjoint d'une participante qui dit comment un proche d'une personne atteinte de rectocolite hémorragique peut-il accompagner au mieux sa compagne? Comment prendre au mieux en compte les répercussions de la rectocolite hémorragique sur la sexualité avec sa compagne? Se parler, communiquer. C'est fou comme on sait que la communication, c'est quelque chose d'important dans le couple, mais elle devient tellement compliquée quand il s'agit de parler de sexualité. On est encore coincé avec nos tabous, comme si c'était quelque chose de mal. Et non, elle se parle, elle se raconte, elle s'explique, elle se confie, donc avec bienveillance, avec respect. Essayer d'avoir ce qu'on appelle une communication verbale positive, un peu comme on peut l'avoir quand on est avec des amis, où on va pas être dans le jugement, on va être dans l'écoute, on va essayer de comprendre ce qu'ils nous disent, même si on vit pas ce qu'ils vivent, même si éventuellement on réagirait pas de la même manière, mais on va essayer de le comprendre et de le soutenir à ce niveau-là. Quand on arrive à développer ce type de communication, en disant, dis-moi comment toi tu te sens, dis-moi comment toi tu vis la situation, sans porter de jugement, sans être dans un c'est moi qui ai raison ou non c'est moi, juste besoin de comprendre ce que toi tu vis, puis je t'expliquerai comment moi je le vis. Et effectivement, on n'est pas les mêmes, donc on peut le vivre de façon différente et d'essayer de respecter et de dealer avec cette différence-là. C'est souvent le plus compliqué. Et alors, pour justement continuer sur la communication, quand parler de sa Mickey dans une relation? Parce que c'est quelque chose qui revient très très souvent. Est-ce qu'il y a un bon timing ou pas un bon timing? Est-ce que c'est au moment où en fait on est en plein acte qu'on peut parler de sa Mickey ou quand on vient de rencontrer quelqu'un, à quel moment on va caser le fait qu'on a une maladie? Et c'est pas évident, il y a énormément de gens qui nous posent des questions là-dessus. Je ne sais pas si Isabelle, toi, tu as un avis sur la question. Moi, j'aurais tendance à dire que il n'y a pas une réponse unique. C'est propre à chacun. Il y a des gens qui ont besoin de tout poser dès le départ en disant voilà, je t'explique qui je suis et comment je vis et ben, où tu prends pas, puis au moins comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'être un peu en relation de confiance avant de se confier davantage sur leur vécu avec une maladie. Je pense qu'il faut s'écouter et trouver le moment qui semble en cohérent pour soi. Ouais. Marine nous dit j'ai davantage envie avec mes objets sexuels plutôt que je suppose avec son ou sa partenaire. Est-ce que c'est normal? Elle est toujours fatiguée, elle n'a pas forcément envie. Eh ben, l'avantage, c'est vrai, de la masturbation, que ce soit avec ses mains ou avec un sextoy, vous le faites quand vous voulez, quand vous en avez envie, ça peut être fait rapidement. Il n'y a pas à se préoccuper de l'autre, de ses attentes, de ses besoins, d'être dans un échange. Donc, c'est un moment de plaisir à soi qui court. Donc, on peut comprendre qu'effectivement, ça puisse être un peu plus facile d'accès pour certains que rentrer en relation avec l'autre, avec ses attentes puis il y a des gens qui vont nous dire tout le contraire. Je trouve pas d'intérêt seul avec la masturbation et pour moi la sexualité elle a de sens que dans un partage. Donc en fait là aussi on est tous très différents et il faut s'écouter. Et tout comme d'ailleurs là, notamment il
dernière question qui dit j'arrive à atteindre l'orgasme quand je me caresse seule et je n'arrive pas à atteindre l'orgasme avec ma compagne. Est-ce que vous avez des conseils? En tout cas, là, c'est pas forcément lié à la maladie, pas directement en tout cas. Si elle n'arrivait absolument pas à atteindre l'orgasme et que, comme je disais tout à l'heure, qu'éventuellement elle est sous antidépresseurs, ça pourrait expliquer. Mais le fait d'y arriver seule, pas y arriver à deux, c'est que la présence de l'autre vient quelque part parasiter. Alors quoi là aussi, il faut fouiller. En consultation, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se dit là-haut, consciemment, inconsciemment, qui vient un peu perturber les réactions. Mais a priori, il n'y a peut-être pas la même écoute de soi, la même recherche de plaisir de soi que quand il y a l'autre. Enfin, quand l'autre intervient aussi dans la relation, il y a peut-être des peurs de se laisser aller, des peurs du jugement. Enfin, il y a plein de petites peurs parasites qui peuvent venir interférer et bloquer l'orgasme quand on est à deux. Et d'ailleurs, c'est la question que pose aussi Juliette, comment faire la différence entre les conséquences de la maladie ou d'autres événements perso, parce que en fait, les événements perso, ils sont là aussi, et donc savoir quelle est la part finalement de la maladie dans des difficultés potentiellement, difficultés ou en tout cas dans des dans des difficultés vis-à-vis de la sexualité, quoi. On ne sait pas. Des fois, on arrive à faire une part évidente parce qu'on sait que telle maladie ou on sait que tel traitement impacte de telle manière. Et là, on peut dire, bon, ça, c'est à cause de ça et ça. Et puis, d'autres fois, c'est effectivement, voilà, c'est plus intriqué, comme Isabelle le disait tout à l'heure. Et on le sait pas. Et on suppose qu'il y a un peu, c'est multifactoriel, comme on dit. Et en fait, quand je vous parlais de la balance tout à l'heure, on sait qu'on va devoir agir sur plein d'éléments en même temps. Et puis quand ça se met à aller mieux à nouveau, on n'est même pas capable de dire qu'est-ce qui fait que ça va mieux à nouveau. Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce parce qu'on agit là-dessus, on agit sur tel autre élément? On n'en sait rien. On constate que ça va mieux. Mais c'est toute la difficulté. Hein. On est des êtres complexes. Donc c'est parfois difficile d'y voir clair. Et je te rejoins. En fait, il faut peut-être pas non plus. Alors c'est plus facile de dire c'est la maladie. Et comme tout est intriqué, je pense qu'il faut essayer de faire ce que tu fais, stimulant inhibiteur, et pas se focaliser sur la maladie, parce que sinon la maladie, elle prend toute ta part dans la relation. Donc il faut essayer de la mettre sur juste place. Et tout à l'heure, j'ai vu une question passer qui est quand j'ai pas envie, comment je peux faire comprendre à mon partenaire qu'il s'agit pas de lui? Et ça, c'est une question qui est très fréquente dans mes consultations, même chez les gens qui sont en bonne santé. En fait, il suffit simplement d'expliquer que vous n'avez pas envie de sexualité à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas désirable, ce qui est très différent. Je donne souvent un exemple tout bête, c'est comme si je dis est-ce que tu veux que je te fasse des bons spaghettis bolognaises et que l'autre me répond non. Non, merci. Quoi, t'as pas envie de manger avec moi? T'aimes pas la manière dont je fais les spaghettis? Non, j'ai juste pas faim. Donc, ça peut être pareil. Le fait de ne pas avoir envie de sexualité à cet instant-là ne veut pas dire que l'autre fasse mal l'amour, ne veut pas dire qu'il n'est plus désirable ou que vous ne l'aimez plus. Ça peut juste vouloir dire que vous n'avez pas envie de sexualité à ce moment-là parce que vous n'êtes pas bien pour X raisons qu'on a pu évoquer. Et parfois, il suffit de ça, c'est très, très important. Oui, le coup des spaghettis, c'est pas mal. Tout le monde comprend. On a plusieurs autres questions un petit peu plus techniques et je suis désolée parce que peut-être qu'on va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais c'est vrai qu'on a quelques questions notamment de personnes qui sont colectomisées ou protectomisées, qui ont soit des problèmes finalement d'anus douloureux ou voire de vagin pareil qui peut fissurer avec des relations sexuelles. Est-ce qu'on a des possibilités, notamment sur l'anus qui est douloureux? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Alors après, il y a des lubrificateurs qui peuvent améliorer. Donc, il faut en parler éventuellement ou avec les gynécos qui connaissent pas mal de lubrificateurs, mais aussi les sexos, Muriel. Et puis, au niveau de l'anus, c'est la même chose, en fait. Essayer de trouver des pommades, des lubrificateurs qui sont le moins irritants possible pour améliorer le confort.
Mm. Ok. Et puis une dame encore qui dit qu'avec la suppression du rectum et de l'anus, ça a un impact. Est-ce que ça a un impact sur l'équilibre de la flore vaginale parce qu'elle a fait déjà 2 vaginaux successifs après avoir repris une activité sexuelle? Normalement, non, ça n'a pas d'impact. Ok. Après, il y a plein de alors, choses qui interfèrent sur la flore vaginale. La fatigue, le stress, certains éléments. La fatigue, le stress, l'état hormonal, l'âge, il y a plein d'éléments. La reprise d'une activité sexuelle chez les gens qui n'en avaient pas eu. Oui. Donc, tout ça, ça peut intervenir. Le manque potentiellement aussi, le manque de désir ou d'excitation qui va faire qu'il n'y aura pas une bonne lubrification, que le vagin se sera pas allongé, élargi, et donc il n'y aura pas de fluidité et ça va frotter. Le frottement peut générer du coup des irritations et donc des mycoses. Donc là aussi, c'est parfois difficile de faire le tri dans tout ça. D'accord. Alors, comme je vois qu'il est 19h17, en fait, mesdames, d'abord, un très, très grand merci parce que c'est vraiment des sujets qui sont, d'abord, je suis épatée parce que nos participants, ils ont quand même vraiment, posé des questions, ils ont vraiment discuté et je trouve que c'est vraiment très, très intéressant aussi de libérer la parole sur ce sujet. Si chacune d'entre vous, vous aviez un message comme ça à faire passer à nos participants pour conclure, c'est pas du tout un piège, hein, mais vraiment, qu'est-ce qui vous tient à cœur et qui serait important à délivrer comme message pour les participants? Qui veut commencer? Oh ben moi, j'aurais envie de dire, parlez-en. Ça commence par là. On peut vous aider chacun à notre niveau si vous en parlez. Si vous en parlez au partenaire, si vous en parlez à votre médecin traitant, si vous en parlez à l'infirmière, au médecin spé, au sexologue. Voilà, il faut que ça cesse d'être un tabou et on se bat très très fort à notre niveau pour que les mentalités changent là-dessus et que la santé sexuelle soit vraiment prise en compte. Oui, et puis je pense qu'il faut pas s'inhiber. Il faut avoir confiance en soi. Alors c'est un peu en rapport avec parlez-en, mais il faut pas que la maladie devienne un énorme, ça l'est, hein, mais que ça devienne un énorme rocher qui comporte un énorme sac d'ennui qu'on porte au quotidien. Il faut savoir déposer ce sac, prendre du temps pour soi, pour s'occuper de soi. Ça, c'est pour moi aussi très important. Alors, on n'en a pas parlé, mais dans l'image de soi, et en parler. Se faire plaisir, prendre du temps pour soi. Les femmes se faire masser, se faire belle. Les hommes, pareil. Hein. Mais je pense que c'est important. Là, je sors un peu de mon cadre de gastroentérologue, mais c'est important au quotidien. Et puis, juste une dernière chose, la sexualité, on est d'accord que c'est pas que de la pénétration, c'est aussi des gros câlins, ça peut être des caresses, ça peut être vraiment des choses qui peuvent être juste déjà bien pour le moral, en fait, tout simplement, en fait, de la douceur, de l'amour, quoi. Tout à fait. Et juste dernière chose, parce que vous avez parlé de sexe balance, et pour moi, il me semble que c'est quand même un outil super intéressant. Vous savez où est-ce qu'on peut le trouver? Oui, alors, c'est un outil fait par Muriel. Dans le cadre de l'ETP de l'AFEMI. Donc, c'est une association qui fait de l'ETP, dont je suis la coprésidente avec Corinne DeVos, et qui dépend de l'AFA et du Je t'aide pour les médecins. Et donc, en fait, c'est les professionnels de santé qui peuvent demander à être formés par l'AFEMI pour faire des séances d'ETP sur toute la France. Et ça commence à bouger. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter l'AFA qui vous orientera vers des sites, des endroits qui le font. Et comme je dis, quand c'est individuel, parce que ça, c'est vraiment l'outil basique pour animer les ateliers d'ETP, mais individuellement, mes patients, je leur sors pas l'ordinateur avec l'outil, hein, je leur fais faire sur une feuille blanche avec les 3 colonnes. Ouais. C'est exactement le même principe. Hein. Et ça, donc, on a tous compris le principe. Ouais, mais l'outil, ça permet un peu de désinhiber la parole. C'est plus facile je parle en tant qu'animateur, et même pour les patients, pour parler, parce que c'est plus facile pour nous par rapport à toi, Muriel, qui est habituée à le faire en consultation tout le temps. Et puis, si n'hésitez pas, les sexologues consultent en visio
aussi. Hein. Donc, des fois, on ne peut pas se déplacer ou on a peur et il y a le confort de l'écran. Et donc, voilà, on fait en sorte que la sexologie devienne de plus en plus accessible quoi, pour tout le monde. Et je rappelle qu'effectivement, il y a aussi les séances d'accompagnement sur la sexualité qui sont donc en visio accessibles à l'AFA. Je passe un petit coucou à Corinne Devos, qui est la présidente de l'AFA, qui s'est beaucoup aussi investie avec vous deux, justement, dans tous ces outils pour animer des séances, des ateliers en fait autour de la sexualité, et c'est vraiment très très important. Et donc je tiens vraiment à vous remercier toutes les deux de nous avoir présenté, en tout cas de nous avoir parlé de ce sujet avec beaucoup de simplicité, je trouve. Et je remercie aussi les participants de s'être ouverts à nous dans le chat, parce que c'est toujours intéressant aussi de pouvoir parler ensemble, entre vous et avec nous, de sujets qui sont tabous, pour lesquels il faut vraiment libérer la parole. Merci beaucoup, et puis à très bientôt, bien évidemment, et je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien, sachez que vous avez le replay juste après, donc à bientôt, bonne soirée. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir.